Vous avez sûrement pu voir un décollage et atterrissage parfait des fusées SpaceX. Atterrissage réalisé des centaines de fois maintenant. Et puis, ça. Leur fusée tombe littéralement du ciel et ne semble pas toujours atterrir au bon endroit, que ce soit avec les plus anciennes fusées comme les plus récentes. Comment est-ce qu'on explique ça? Et surtout, à quoi ça sert? Fusée de tous les superlatifs. SpaceX a finalement gagné son pari historique, premier jalon de la conquête martienne. Making life multiplanetary. Ok, tout d'abord, qu'est-ce que c'est SpaceX et quel est son rôle dans ce monde qu'est l'espace? Lorsqu'on regarde les news, SpaceX semble à chaque lancement accumuler beaucoup de retard ou être au bord de la faillite. Mais à chaque fois, ils s'en sortent et répètent les lancements. Comment c'est possible? SpaceX a commencé au départ avec une toute petite fusée comparée à ce qu'elle fait aujourd'hui, conçue par un tout petit groupe de personnes qui ont su rêver grand. Tout a commencé avec la Falcon 1. Elle n'était pas très puissante, mais elle a pu prouver qu'une fusée réutilisable est possible. Il a fallu plusieurs tentatives et échecs pour qu'elle réussisse son premier vol en 2008. Puis cette fusée, la Falcon 9, a changé la donne. C'est très souvent celle-ci que vous pouvez voir décoller et atterrir après avoir lancé du fret ou les astronautes dans l'espace. Et depuis, SpaceX va relativement bien. Ils construisent des fusées toujours plus grandes et testent de nouvelles technologies pour rendre leurs fusées encore plus réutilisables. Comme par exemple essayer d'attraper une partie de la fusée, cette coiffe, en pleine chute, ou bien d'attraper la fusée entière avec d'énormes bras métalliques, ce qui n'a pas encore été essayé. Ce qui nous amène à la raison d'exister de SpaceX. Pourquoi construire des fusées qui reviennent sur Terre? Pourquoi faire quelque chose de compliqué alors que la technologie avant SpaceX fonctionnait déjà très bien? En fait, on s'intéresse énormément à l'espace depuis la guerre froide. Donc d'un côté les États-Unis et de l'autre l'URSS qui se battent indirectement pour être le premier à atteindre l'espace et savoir qui a la plus grosse fusée. Comme par exemple le premier vol effectué par un être humain ou bien le premier pas sur la Lune en 1969 par Neil Armstrong. One small step for man, but I didn't get the second phrase. Mais le truc, c'est que chaque lancement avait un coût assez énorme. Lancer Armstrong vers la Lune a coûté en moyenne 390 millions de dollars. Ces coûts ont drastiquement baissé avec le temps pour atteindre 55 millions de dollars par personne avec la fusée de SpaceX. Et avoir des coûts aussi élevés n'est en fait pas viable lorsque l'on veut aller plus loin que simplement la Lune, ou bien envoyer très régulièrement du fret via l'ISS. La meilleure analogie que j'ai pu trouver, c'est celle d'un avion. Imaginez le prix d'un billet si chaque avion ne pouvait faire qu'un décollage sans jamais pouvoir atterrir. C'est exactement ce qui s'est passé pendant près de 50 ans pour les fusées. Le schéma devenu standard, c'était de construire une fusée, puis l'envoyer dans l'espace pour une certaine mission et l'abandonner dans l'espace. Évidemment, en espérant qu'elle n'aille pas taper dans un satellite. Et puis, reconstruire une nouvelle fusée pour de prochaines missions. Et puis, SpaceX a su casser cette boucle et concrétiser ce que personne n'avait jamais fait auparavant. Des fusées réutilisables. SpaceX a réussi à drastiquement baisser le prix au kilo d'un lancement. On est passé à des milliers de dollars pour un seul kilo contre 2000 $ aujourd'hui. Tendance qui continue à descendre. Et chaque année, SpaceX pulvérise le record d'utilisation de ses propres fusées Falcon 9, jusqu'à atteindre 20 lancements pour une seule fusée réutilisée en 2024. Et même si ce nombre paraît très petit, il est déjà bien plus grand que ce qu'on pouvait imaginer. Parce que c'est extrêmement compliqué de construire une fusée qui fait la hauteur d'un immeuble déjà, et en lui permettant de faire des allers-retours entre la Terre et l'espace plusieurs fois par an. C'est si compliqué que je ne saurais même pas expliquer 10% de comment tout marche. Le tout dans des conditions extrêmes, comme des changements de pression et l'encaissement de plusieurs G pour certaines missions. D'ailleurs, les fusées qu'on envoie dans l'espace sont juste immenses. Pour vous donner une bonne idée de la taille d'une fusée, voici un être humain à côté d'un avion de ligne, qui me paraît déjà grand, et à côté de la Falcon 1, haute de 21,3 mètres. Cette même fusée paraît si petite à côté de la Space Shuttle de la NASA, qui s'est levée à 56 mètres de haut, soit 3 fois plus que la Falcon 1. Quelques mètres plus haut, il y a la fusée Ariane 6 à 62 mètres de haut. Puis la best-seller de SpaceX, la fusée Falcon 9 à 70 mètres de haut. Elle est aussi grande que la Statue de la Liberté à New York, soit 73 mètres de haut, en comptant le socle. À 110 mètres, il y a la Saturn V, et juste un peu plus haut, la fusée la plus puissante au monde, le Starship de SpaceX à 120 mètres de haut. Elle paraît si petite vue de loin, mais immense lorsque l'on s'approche. À titre de comparaison, la Tour Eiffel s'élève à 330 mètres de haut au-dessus de Paris et permet de se rendre compte un peu de la taille d'une fusée aujourd'hui. Immense. Donc, comment fonctionne une fusée réutilisable? Il faut savoir qu'une fusée, c'est deux parties distinctes, qui s'assemblent comme des briques, qui chacune joue un rôle clé et ensemble permettent à la fusée d'atteindre l'espace et de revenir. Cette partie-là, c'est le premier étage qui se charge de propulser la totalité dans l'espace et c'est cette deuxième partie qui abrite la charge utile, donc un satellite, du fret ou bien des astronautes. On va y revenir juste après. En général,
Une fusée, c'est deux réservoirs distincts, réservoir de carburant et réservoir de comburant, qui vont tous les deux se mélanger et s'enflammer pour créer cette combustion dans la chambre de combustion quelque part ici. Et cette poussée qui va être créée par les moteurs est dirigée vers le bas de la fusée et va la propulser dans le sens contraire et lui permettre de s'arracher de la gravité terrestre, ou au contraire lui permettre de ralentir pour atterrir. Évidemment, ce qui change par rapport à une fusée classique, c'est la façon dont est gérée la quantité de carburant et de comburant, puisqu'il faut en garder suffisamment pour revenir sur Terre, mais pas trop, sinon la fusée est bien trop lourde. Ça ferait de toute façon une charge en plus qui n'est pas spécialement souhaitable ni utile. Ensuite, pour se diriger, la fusée va orienter certains de ses moteurs, ce qui va lui permettre de conserver sa trajectoire optimale. Et le plus intéressant, c'est le retour sur Terre. Ces 4 grilles juste ici sur les côtés vont se déployer et orienter l'air d'une certaine façon pour retourner se poser sur Terre. Vous l'avez peut-être remarqué, depuis des années maintenant, les fusées sont de plus en plus grandes, les unes que les autres. Comment expliquer cette tendance? C'est principalement dû au fait que l'on veut envoyer toujours plus de satellites dans l'espace. Plus de satellites, mais aussi des satellites plus grands. Ce qui, disons, justifie la taille des dernières fusées. Le tout premier satellite lancé dans l'espace ressemblait à ça. C'est Sputnik. Il faisait à peine 58 cm de diamètre pour un poids de 43 kg. Aujourd'hui, les satellites Starlink, satellites qui permettent à n'importe qui dans le monde de se connecter à Internet, ressemblent à ça. Ils font dans les 1 m3 pour 230 kg. Et ce ne sont pas les plus gros. Il faut aussi faire face à la demande croissante de satellites à envoyer dans l'espace. Demande qui aujourd'hui n'a cessé de grandir depuis le tout premier lancement de satellites en 1957. Et ce pic de croissance depuis 2019, c'est justement Starlink. Et c'est pour ça que Starship existe, la plus grande fusée jamais construite pour aller dans les endroits de l'espace jamais explorés de cette façon. Déjà, une fusée plus grande veut aussi dire plus de satellites envoyés en une seule fois. La Falcon 9 actuelle peut en transporter une cinquantaine contre près de 400 pour le Starship. Mais Starship, c'est aussi un but plus grand, coloniser Mars. Et ça serait un énorme bond en avant pour l'humanité, parce que ça pourrait rendre un voyage vers d'autres planètes possible, et peut-être même démocratiser l'accès à l'espace. En tout cas, l'espace très proche dans un premier temps. Mais ça reste encore à voir, et surtout comment ces ambitions évoluent avec le temps et l'avenir. Donc c'est super intéressant, mais ça n'explique pas pourquoi leur fusée explose, alors qu'ils avaient prévu qu'elle n'explose pas. Et on voit souvent au moins un article après chaque lancement qui parle d'un échec, d'un test sans conclusion, d'une entreprise qui ne fonctionne pas, ou bien d'Elon Musk qui fait n'importe quoi. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais leurs fusées sont si complexes que la seule façon de savoir si ça marche, c'est de les essayer. Donc les lancer et voir ensuite ce qu'il se passe. Et ensuite comprendre les données de vol et recommencer jusqu'à ce que la fusée revienne enfin se poser sur Terre. Et ça marche en réalité très bien, même si on ne dirait pas. Récemment, la fusée Starship a été testée et lors de son décollage, elle a littéralement explosé le pad de lancement. Il y avait des débris partout qui notamment ont endommagé ses propres moteurs. Quelques mois plus tard, SpaceX a su corriger ce problème en installant un système de déluge. C'est comme ça que SpaceX fonctionne, essayer et comprendre pour ensuite rebondir et aller de l'avant. Et c'est grâce à cette façon de penser et de procéder qu'elle est l'entreprise que l'on connaît aujourd'hui. Celle qui a pu concurrencer des fusées comme celle de la NASA, de Blue Origin ou encore du groupe Ariane, à tel point que SpaceX n'a plus vraiment de concurrent direct, en tout cas aujourd'hui. En 2021, SpaceX a lancé 30 fois plus de satellites que n'importe qui, avec plus de 90 lancements réussis. Et si ces fusées fonctionnent aussi bien, c'est aussi grâce à leur plan de vol. Donc, une trajectoire déjà calculée avant le vol et ultra précise que va suivre la fusée du début jusqu'à la fin. Tout d'abord, la fusée décolle avec ses 2 étages et se sépare de son premier étage quelques minutes après, une fois qu'elle s'est suffisamment éloignée de l'attraction terrestre. Le premier booster se retourne et rentre dans l'atmosphère pour très souvent se poser sur une barge, et se guide lui-même à l'aide de ses boosters et de ses grilles sur les côtés, en même temps que le deuxième étage et sa charge utile sillonnent l'espace jusqu'à se séparer. Le deuxième étage n'est pas récupéré et termine souvent sa course dans l'espace même, ou bien en retournant sur Terre pour se consommer dans l'atmosphère. Toutes ces étapes prennent en moyenne 30 minutes à peine, temps qui varie entre chaque mission, évidemment. Par contre, ce qui pourrait être récupéré, c'est cette partie-là du deuxième étage qui abrite la charge utile et qui se détache en deux à un moment. On dirait pas comme ça, mais ce petit bout de fusée fait quand même 13,5 mètres de haut et coûte dans les 6 millions de dollars à produire. Donc oui, vous voulez à tout prix la récupérer. Ce sont ces gigantesques filets qui ont essayé à plusieurs reprises de la rattraper, sans réel succès malheureusement. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que SpaceX est un succès? En 20 ans d'existence seulement,
SpaceX a littéralement changé la façon dont on parle de l'espace aujourd'hui. Avant, il fallait attendre des mois pour lancer une seule fusée qui s'occupait d'une seule mission. Aujourd'hui, SpaceX lance plusieurs fusées par semaine en emportant plusieurs satellites qui servent plusieurs missions. Regardez, voilà l'évolution des lancements de la Falcon 9, la meilleure fusée de SpaceX. Et par-dessus, le nombre d'atterrissages réussis avec succès. Alors, il y a eu un paquet d'échecs les premières années, mais sur ces 3 dernières années, SpaceX n'a pas raté une seule fois ses atterrissages. Donc chaque fusée qui décollait est aussi revenue sur Terre, sauf lorsque SpaceX voulait délibérément exploser ses propres fusées. En fait, ça a toujours été celui qui propose les meilleurs prix qui sera le plus compétitif. C'est donc celui qui propose les meilleures fusées au meilleur prix qui pourra attirer le plus de gens. Et c'est ce que SpaceX a su faire. SpaceX a rendu l'espace plus facile à atteindre pour beaucoup de gens. Et aujourd'hui, des plus petites entreprises peuvent se permettre de lancer leurs satellites pour un coût beaucoup moins élevé que chez la concurrence, ou qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. J'ai commencé à suivre SpaceX depuis le tout premier lancement de la Falcon Heavy, qui au passage a extrêmement bien marché. Et à l'époque, je regardais chaque lancement sans en manquer un seul. Parce que je trouve ça fascinant que l'on puisse envoyer une énorme fusée dans l'espace qui fait la taille d'un immeuble, comme si on faisait atterrir un simple avion. Et j'ai vraiment hâte de savoir comment ces fusées évoluent avec le temps, et surtout, voir à quoi ressemble l'espace. Merci beaucoup d'être resté jusque-là. Si vous voulez en savoir plus sur SpaceX et Starship, j'aurai cette vidéo-là qui est ma toute première vidéo assez spéciale, et j'aurai aussi cette vidéo-là sur le nouveau supersonique que la NASA aimerait démocratiser. Je passe des heures entières à produire les meilleures vidéos possibles, donc si par hasard ça vous a plu, vous pouvez suivre la chaîne et partager tout ça.